Salut tout le monde et bienvenue dans le Spirit Cast. Oui, vous avez bien entendu, Spirit Cast. Nouveau nom, même équipe, toujours prêt à traquer avec vous. Avant de commencer, on vous souhaite une excellente année. Santé, bonheur, découverte gustative et espérons-le, un peu plus de dignité que vous avez eu au réveillon. Si vous avez commencé l'année en jurant plus jamais, rassurez-vous, on est là pour vous aider à changer d'avis. Alors pourquoi ce changement de nom ? Jusqu'ici, vous connaissez notre émission sous le nom de Spirit Explorer, le récap du mois. Mais cette année, on a décidé de secouer un peu les choses et pas que les bouteilles. On voulait un nom qui reflète notre envie d'aller plus loin, de vous proposer encore plus de découvertes, de rencontres et de discussions passionnantes autour des spiritueux. Bref, le récap devient Spirit Cast et on est prêt à vous embarquer avec nous dans une année pleine de surprises. Moi c'est toujours Thomas, embouteilleur indépendant et votre guide dans cet univers d'arômes de saveurs et de bonne histoire, et comme toujours je suis entouré de mes deux partenaires de galère et de dégustation. D'abord il y a Kevin, patron d'un bar à bière spécialisé dans le craft français. Kevin c'est le mec qui connaît tout sur tout quand il s'agit de houblon et qui a cette capacité incroyable de faire aimer une bière que vous pensiez détester. Bon, sauf peut-être ses propres essais catastrophiques avec des kits de brassage, mais on va pas remuer le couteau dans la plaie. Alors Kevin, quoi de neuf pour cette année ? Tu nous prépares encore des surprises houblonnées ? Oui. Non mais on fait comme d'habitude, pour l'instant on garde la même ligne directrice, donc on va faire plein de collabs. Mais effectivement, celle-ci était particulièrement ratée avec le kit de brassage à 50 balles. Et là on a été brassé lundi dernier et celle-ci elle va être extra. Oui, il dit ça à chaque fois qu'il sort une nouvelle bière. C'est vrai. Et bien sûr, il y a Marie, caviste indépendante, fan de vin nature au point de faire des câlins aux pieds de vigne. Les arbustes, pas Marcel accoudé au comptoir en train de finir sa 3e bouteille de Colombelle. Caviste indépendante et grande prêtresse des spiritueux, Marie, c'est notre encyclopédie vivante, capable de vous faire voyager à travers le monde avec une seule gorgée. Elle est aussi experte en spiritueux au point que ses papilles devraient figurer sur un CV. Prête pour une nouvelle année plein de découvertes, Marie ? Pourquoi tu parles de Colombelle juste après avoir parlé de vin nature ? Marie, j'ai une question. Ouais. Est-ce que le fait de caresser les pieds de vigne, ça peut faire un peu comme le bœuf de Kobe et ça augmente la qualité gustative du produit ? Moi je pense que tant qu'il y a circulation de bonne énergie, rien de mal peut se passer. Comme d'hab, on va commencer par les nouveautés du mois. Parce que oui, même en janvier, il y a des trucs sympas qui sortent, et pas que des jus de détox censés vous faire oublier les excès de fête. Spoiler, ça marche jamais. Ensuite, on s'attaque au fameux Dry January. Ce mois où on vous demande de mettre l'alcool de côté, ce que Kevin appelle le mois où tout le monde devient chiant, et que Marie préfère qualifier de pause stratégique entre deux bonnes bouteilles. Et enfin, on parlera des spiritueux sans alcool. Vous savez, ces bouteilles au prix d'un vrai whisky, mais où il n'y a ni alcool, ni magie, ni raison valable d'exister, selon moi, mais peut-être que mes copains vont me faire changer d'avis. Alors, est-ce que le Dry January est une bonne idée ou juste une torture inutile ? Et est-ce que Kevin et Marie réussiront à me convaincre que les spiritueux sans alcool ne sont pas juste des potions pour sorciers en pantoufles ? Préparez vos verres, même remplis d'eau, on ne vous jugera presque pas. Et c'est parti. Allez, on commence par les news de la semaine. Sainte Lucia Distiller, appartenant au groupe de Bernard Ayotte, unique distillerie de Sainte-Lucie, a obtenu le statut d'indication géographique pour ses rhums Admiral René et Chairman's Reserve. Pour rappel, le groupe Ayotte est le propriétaire de la maison Clément et JM en Martinique. À suivre, on a Celtic Whisky Distillery qui propose une édition limitée de son single malt tourbé breton Cornog. Sauternes Bourbon Casque Réserve en 53 degrés 4. Ce dernier a bénéficié d'une double maturation, d'abord en fût de Sauternes puis en fût de Bourbon. La marque a en parallèle également annoncé la sortie de l'édition 2024 de son édition limitée Glenarmor, Santez Azenor, encore un nom à la con, Santez Azenor. Sûrement mon whisky tourbé français préféré. Parce qu'il est breton, c'est ça ? Non, mais je n'ai rien à foutre moi d'où ils viennent. Juste que je trouve ça vraiment très très bon quoi. C'est super bon, mais c'est quand même vachement cher, moi je trouve. Je connais pas. J'ai goûté, c'est super bon. C'est très bien fait, mais Glenarmor, c'est je vois cher. ce que c'est, mais Cornog... La bouteille est un peu kitsch, je trouve. Si j'avais un reproche à leur faire, tu sais, avec l'espèce de petite perle sur le côté et tout. Mais après, pourquoi pas, hein, c'est un parti pris. Mais le breuvage est extra, par contre. Alors, à suivre, on a les principales fédérations rassemblant les entreprises du secteur des vins et des spiritueux. Donc, on a la Fédération des exportateurs de vins et des spiritueux de France, FEVS, la Fédération française des spiritueux, FFS, la Fédération française des vins et d'apéritifs, FFVA, et l'Union des maisons des marques de vins, UMVIN, qui ont annoncé la création de la Maison des vins et des spiritueux, MVS, présidée par Jean-Pierre Cointreau. On parlait pas des noms graves relous dans l'épisode précédent et l'épisode
encore précédent. Non, mais je crois qu'en fait, les mecs, ils sont malins. Tu sais, ces gens-là, en général, c'est des hommes qui ont des femmes et qui doivent trouver des excuses pour aller voir l'apéro avec les copains. Donc, à chaque fois, ils montent une nouvelle association. Donc, le lundi, c'est FEVS, le mardi, c'est FFS, le mercredi, c'est FFVA. Ils avaient rien pour le jeudi, donc ils ont dit, on va prendre UMVIN. Alors, cette initiative constitue une étape décisive dans la représentation des maisons de vin et spiritueux et la promotion des savoir-faire français à l'échelle nationale et internationale. En gros, on sait tous pertinemment que l'État, il va aller gratter de l'argent là où il peut. Donc, on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête au niveau des taxes douanières. Donc, les mecs, ils ont été un peu plus malins. Ils se sont dit, bah tiens, on va faire une association où il y a tout le monde dans le même truc, histoire de bien appuyer là où ça pouvait se faire mal, pour pas se retrouver comme les Anglais avec une hausse des taxes douanières de 18%. C'est énorme. Ah bah, les premiers résultats sont sortis. L'Angleterre a une perte sèche de 200 millions de livres. Wow. Parce qu'ils ils ont augmenté les taxes. On se sont dit, on va augmenter les taxes, on va gagner plus d'argent. Ah bah, il y a moins de gens qui ont consommé. Donc, ils ont perdu 220 millions dans l'histoire. Laissez-nous picoler. On en est où sur la Chine là qui a augmenté de ouf les taxes Alors, d'importation? sur la Chine, l'enquête antitrust chinoise, ils l'ont repoussé de 3 mois pour des éléments complémentaires. Donc, on n'aura pas de nouvelles avant avril. Ah oui, d'accord. Alors, non seulement la Chine, là, il y a l'enquête antitrust, et les bureaux de Pernod Ricard en Inde se sont fait perquisitionner au mois de décembre pour entente illégale sur les tarifs de vente. Donc là, c'est pas l'Asie en ce moment, c'est pas génial. Après, on a Nelson IQ qui a analysé les produits phares des fêtes en France, révélant que le litre de Ricard était en tête des ventes entre le 16 décembre 2024 et le 5 janvier 2025, pour une valeur de 23,5 millions d'euros, devant les chocolats Ferrero Rocher ou l'inévitable pack de 6 de 1,5 cristalline, et on retrouvera à la 5e position le brut de Nicolas Feuillatte pour 11,1 millions d'euros. Moi je dirais bien, faut pas aller chercher de l'argent aux riches pour le distribuer aux pauvres, faudrait qu'ils arrêtent de vendre ce genre de produits et qu'ils laissent les gens qui font des trucs de qualité être vendus à leur place. Nicolas Feuillatte, par pitié. Après, on a un grand chamboulement en perspective chez Bran Forman. Le propriétaire de Jack Daniels et Woodford Reserve ou encore Old Forester a annoncé une restructuration majeure comprenant la suppression de 12% de ses effectifs mondiaux, soit environ 650 postes sur les 5400, et la fermeture de sa tonnellerie à Louisville d'ici avril prochain. Ces mesures devraient lui permettre d'économiser entre 70 et 80 millions par an, dont une partie sera réinvestie pour accélérer sa croissance. Les grandes marques dans la tourmente en ce moment, est-ce qu'on en parle ? Ouais, tu parlais de Waterford la dernière fois. Il y en a plein qui sont dans le mal. Hein. J'ai pensé à toi dimanche soir. Waouh! Parce que je vais boire un coup dans un bar et il y avait du Jack Daniels single barrel. Et moi, j'ai trouvé ça bon, en vrai. C'est gourmand, quoi. Ça m'étonne pas, mais c'est... Par contre, je suis absolument pas fan du Jack de base. Mais celui-ci, je trouvais qu'il y avait beaucoup de gourmandise, il y avait quand même pas mal d'arômes et tout. Et j'ai trouvé que c'était un produit correct pour pas très cher. Ça coûte pas très cher, je crois. Faut arrêter de cracher sur la gueule de Jack Daniels en disant que c'est de la merde. Non, c'est abordable et accessible. C'est pas que de la merde, on va dire. Là, moi, j'avais reçu, on m'avait passé le triple mash et le bonded, qui sont des méthodes de fermentation de malt différentes dans le process de fabrication, et pour le coup ça avait un réel intérêt gustatif, mais c'est des bouteilles qui sortent à même pas 60 balles max, donc c'est hyper abordable. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? C'est que du marketing parce qu'ils sont très forts en marketing pour le coup. Ah bah alors tu sais que leur édition Prestige, c'est le single barrel, ça vaut quoi? Même pas 90 balles la bouteille? Ah ouais, je crois que c'est même moins cher que ça. C'est dommage de faire à la fois des éditions un petit peu premium accessibles et de l'autre côté des merdes incommensurables comme leur truc à la pomme ou au miel. Moi je trouve ça... C'est pas du Jack, hein. C'est du vomi, ça sent le vomi. Le truc à la pomme, tu l'ouvres, vraiment ça sent le vomi d'enfant. C'est le Hardfire là qu'ils ont sorti pour concurrencer Fireball. C'est immonde. Je sais même pas ce que c'est ça, Fireball. Bah en fait, alors Fireball, c'est une marque qui a popé au Canada au Québec. C'est ça, parce que ça fait quelques mois qu'on en entend parler finalement. Mais non, mais ça fait des années au Québec. C'est comme la liqueur Saint-Germain, je sais pas quoi, il y a des en trucs gros, qui pop comme ça. Le Fireball à Québec, c'est l'équivalent de nous Jägermeister en France quand ça a pété. Ok. C'est le truc, ça a explosé d'un coup. Et quand Fireball a annoncé qu'il partait à l'export à l'international, tout le monde a fait oh. Donc Jack a sorti son Hardfire. Mais du coup, c'est quoi? C'est a sorti un. C'est du whisky à la cannelle. C'est tout. C'est du whisky à la cannelle. Ok, donc c'est eux peut-être qui ont inventé les premiers le truc. Ouais, ils se sont dit il y a peut-être un marché. Ils ont fait de l'infusion de cannelle dans du whisky. Ils ont dit que c'était bon et tout le monde en a acheté. Et puis là ça. Ce qui est fou, c'est que t'as toujours quand les trucs qui pop comme ça, souvent c'est adressé à une clientèle quand même plutôt jeune. Et souvent, t'as le packaging et ou le nom qui claque. Et je m'excuse, mais t'arrives en France avec une marque qui s'appelle Fireball, t'es sûr de faire un carnage.
La distillerie thaïlandaise Chalong Bay a lancé Lunar Series Egg Jamaican Single Cask Foundation, un rhum brut de fût à 62,5 degrés, issu du canne à sucre local et vieilli 14 mois dans des fûts de rhum jamaïcain. Hill of Tyree a sorti le premier whisky légal de l'île de Tyree en plus de 200 ans, un single malt à 47 degrés, limité à 800 bouteilles. Fondée en 2012 par les musiciens folk Alan Campbell et Liam Smith, cette micro-distillerie écossaise produit 2000 litres d'alcool pur par an. Et on peut se procurer de ces bouteilles? Hill of Tyree, ouais. Hill of Tyree, c'est la maison du whisky qui importe en France. En restant dans le whisky, on a Bowmore qui inaugure une nouvelle ère en dévoilant une collection exclusive de 4 whiskies single malt Cherry Oak Cask, 12 ans, 15 ans, 18 ans et 21 ans, avec une nouvelle identité visuelle. Whisky, Cherry Cask, rien de plus quoi. Après, c'est Bowmore, ils ont gagné le respect de la terre entière. On reste dans le whisky. Après plusieurs années de démarches, l'American Single Malt Whisky Commission obtient la reconnaissance officielle par le TTB de la catégorie American Single Malt Whisky. Donc le TTB, c'est l'organisme d'accréditation américaine des marques. Donc l'American Single Malt Whisky sera effectif dès le 19 janvier 2025. C'est-à-dire qu'à partir du 19 janvier 2025, on va enfin pouvoir avoir sur le marché des whiskies produits aux États-Unis qui seront sous l'appellation American Single Malt. Les whiskies de single malt américains reposent sur des critères précis établis par la commission, garantissant une qualité et une authenticité irréprochables. Il devra notamment avoir les caractéristiques suivantes: composé à 100% d'orge maltée, distillé et vieilli entièrement sur le sol américain, distillé à 80% d'alcool par volume, alors 80% max d'alcool par volume, élevé en fût de chêne d'une capacité maximale de 700 litres, aucun ajout d'alcool neutre, aucun ajout de colorant, à l'exception du colorant E105, le colorant caramel, mais qui doit être mentionné sur l'étiquette. Encore dans le whisky, on a, après 3 ans d'absence en raison de l'épuisement de ses stocks, le single barrel de The Balvenie, de 12 ans d'âge, qui fait son retour. Embouteillé à 47,8 degrés, il est vieilli en fût de bourbon de premier remplissage. S'ils n'avaient pas vendu tout leur stock aux Chinois, ils ne seraient pas tombés en panne. Ensuite, on a BD Trésor qui a présenté un nouveau rhum vieux, Brin d'Amour, récolte 2019 à 52,2 degrés, produit à partir de canne à sucre cultivée sur les parcelles volcaniques de Duferré en Martinique. Ce rhum agricole, vieilli 4 ans et 4 mois en fût de chêne français, sera disponible à partir de février prochain. Et pour finir dans le rhum, on a Perlaba qui a lancé 2 nouvelles cuvées, Insula Nox, un rhum de 10 ans vieilli en fût de Tennessee Whiskey 7 ans, et de champagne pendant 3 ans, et Brut de Fût VSOP, un rhum de 4 ans d'âge embouteillé à 53,7 degrés. Tu peux nous rappeler ce que c'est VSOP? Tu m'as vendu une bouteille il y a pas longtemps, c'était VSOP, tu m'as expliqué. Ouais, pour les rhums, et je l'ai plus. Bah c'est bien si elle est plus, c'est qu'elle était bonne. Pour les rhums VSOP, ça veut dire que ça a passé un minimum de 4 ans en fût. Que le plus jeune de l'assemblage. Oui, alors c'est que l'assemblage le plus jeune à l'intérieur de la bouteille, parce qu'on va le rappeler encore une fois, la bouteille que vous achetez, ça vient pas d'un tonneau tout seul, c'est un assemblage de plein de fûts différents, à l'exception de ceux où c'est marqué single cask sur les bouteilles. Mais oui, malheureusement, ce que vous achetez, c'est plein de tonneaux différents assemblés les uns avec les autres. Et quand c'est donc VSOP pour le rhum, c'est 4 ans, donc c'est que l'assemblage, le rhum le plus jeune à l'intérieur de la bouteille a un minimum de 4 ans de vieillissement. Et ça y est, on arrive au sujet du jour, le tant attendu Dry January. Alors, histoire de bien poser les bases, on va parler du Dry January et après des produits qui découlent de ce mouvement du Dry January, histoire qu'on se fasse pas brûler sur place publique parce qu'on aime personne et rien du tout. Mais il est peut-être bon déjà de rappeler en fait qu'est-ce que le Dry January et d'où ça vient. C'est une invention britannique, donc c'est de la merde. Ils ont déjà goûté leur gelée là? T'as goûté leur gin? Ok, ça va, je me retire de l'émission, je me retire, je me casse. T'as goûté leur whisky? Mais le jelly, c'est marrant. Le jelly, ça flop tout seul. Pour des gens un peu épicuriens, je suis très triste. Alors, le Dry January, c'est un mouvement qui a été initié en 2013 par l'organisation britannique Alcohol Change UK. L'idée est simple, encourager les gens à ne pas consommer d'alcool pendant tout le mois de janvier afin de se remettre des excès des fêtes de fin d'année, tout en réfléchissant à leur habitude de consommation. Dès sa première année, la campagne a rencontré un fort écho avec environ 4000 participants. Alors, franchement, je sais pas si on peut appeler ça... À l'échelle du pays? À l'échelle du pays. Mais c'est surtout que les Anglais, on parle quand même de gens qui vont boire 2 pintes tous les soirs en sortant du taf, normal. Depuis, le phénomène a explosé. En 2021, une étude de YouGov estimait que près de 6,5 millions de Britanniques avaient tenté l'expérience. Alors déjà, moi, il y a un truc que j'adore avec
tous ces bureaux d'études qui te font alors on va sortir des stats, des machins. Tu regardes toutes les études sur le Dry January, il n'y en a aucune qui te dit combien de personnes le font. Les études ne te disent que les gens qui vont tenter de le faire. Ça veut dire que dès le départ, ils veulent pas savoir si t'as réussi ou pas. T'as essayé? Ouais, c'est bon. Faisons un tour de table. Est-ce que vous avez déjà essayé de vous dire, allez, mais pas forcément en janvier, on s'en bat les steaks. Est-ce que vous avez déjà essayé de vous donner un objectif où, genre, vous buvez plus d'alcool? Alors oui, ça m'est arrivé, mais c'était non volontaire et indépendant de ma volonté, parce qu'il y a certains pays, malheureusement, dans le monde où l'alcool est interdit. Ok, donc c'est un truc qui dépendait pas de toi, c'est pas une volonté de ta part. C'est ça. Marie? Moi, j'ai déjà eu une prise de conscience l'été dernier, où je me suis rendu compte qu'en fait, c'est la petite bière tous les soirs, c'est la bouteille de vin 2 fois par semaine. Quand t'es 2 à la maison, ça fait 3 verres de vin dans la soirée, tu vois, chacun. Et je me suis déjà dit, faut peut-être pas forcer, tu vois, mais pas non plus au point de me dire j'arrête. Soit c'était une motivation plutôt de santé. C'était plus une motivation parce que y a un truc qui me fait très peur et encore plus en travaillant dans le milieu. C'est la mort. C'est le mine de rien l'alcoolisme en fait. Ouais. C'est un truc qui moi me fait très peur. L'addiction à l'alcool reste un réel problème dont on doit tenir compte dans nos professions et mais aussi oui. À travers le podcast, les vidéos, etc. Ça reste un réel problème de santé publique. Ça c'est clair et net. Mais oui, ça détruit des familles. J'ai la chance de pas connaître de cas d'alcoolisme dans ma famille. Hein. Mais oui, ça détruit des gens, des familles, des entreprises. Et moi, c'est un truc qui m'a toujours fait flipper. Et surtout quand j'ai commencé dans le métier, ma mère, elle m'a dit, ouais Marie, j'ai vu une interview d'une nana qui était caviste et la fille, sur la fin, elle s'enquillait 3 quilles de champagne, elle toute seule tous les soirs. Et là aujourd'hui, elle est alcoolique, donc elle est sevrée, mais elle ne boira plus jamais une goutte d'alcool de sa vie. Je sais que personnellement, j'ai un fort terrain addictif. Et du coup, c'est un truc auquel je fais attention. Et toi, Kevin, t'as déjà entrepris un truc de ce genre ou pas? Ouais. Oui, je pose la question, mais parce que moi, je l'ai déjà fait, mais parce que je partais en voyage en moto et que je savais que mentalement, physiquement, ça allait aller, mais mentalement, ça allait être peut-être un peu compliqué parce qu'on faisait ça en hiver, donc tu vois, le froid, la pluie, machin, fallait avoir la tête solide. Et du coup, j'ai fait une préparation physique avec une diète et des séances de sport bien calibrées, et j'avais en plus ajouté à ça une consommation d'alcool réduite à 0, et pendant 3 mois. Ok. Et du coup, la motivation n'était pas à la santé, c'est que j'avais un challenge perso que je voulais aller au bout, et du coup, je me suis dit, autant mettre le maximum de chance de son côté. Et donc, c'était plutôt le défi intellectuel de se dire, ok, si je suis capable de tenir 3 mois sans boire une goutte d'alcool, techniquement, je suis capable de tenir 7 heures sous la flotte. Enfin, tu vois, le raccourci, c'était un petit peu ça, tu vois. T'as un challenge. Et du coup, c'est vrai que partir armé de se dire, je suis capable de faire ça, c'est ce que je fais pendant 3 mois. Tu te lèves à 5 heures, tu vas courir, tu bouffes des trucs bien, enfin, tu vois. Tout était bien, là, tu te sens prêt à affronter ton défi. Mais du coup, la motivation, elle était sur le challenge, quoi. Ça a été extrêmement facile pour moi. Déjà, je sortais moins. Et en plus de ça, j'ai découvert les bières sans alcool. On y reviendra un peu plus tard, mais dans le bar où j'étais. Et ça me permettait de partager un verre avec les copains sans avoir à culpabiliser. J'avais quand même un certain plaisir. Moins intense qu'avec une bière alcoolisée. Mais vraiment, j'ai compensé largement avec ça. La Picobello, je me rappelle, elle s'appelait cette bière. Ouais, alors que moi, tu vois, je suis dans le milieu depuis presque 20 ans maintenant. Tu vois, je suis embouteilleur, donc des cuves de 100 litres, j'en vois tous les jours. Je n'ai jamais de ma carrière eu des excès. Alors, moi, j'ai eu des excès comme tout le monde, si tu veux. Mais de là à tomber dans l'alcoolisme ou me dire j'ai une surconsommation d'alcool, moi, je suis quand même le premier à venir vous casser les couilles dans les bars à 23h pour boire un café. J'ai même pas ce poids social, en fait, de me dire je vais boire de l'alcool, tu vois. Un truc qui est hyper important quand on travaille dedans aussi, c'est jamais, au grand jamais, je ne bois d'alcool sur mon lieu de travail, sur mon temps de travail. Je crache toujours, sauf si c'est des bouteilles exceptionnelles, sauf une gorgée de Corton Charlemagne, là il y a des trucs qui se respectent quand même, il y a des produits qui se respectent, mais il y a des gens quand ils rentrent dans le magasin, on est en train de goûter et tout, le crachoir toujours à côté, désolé les garçons, t'as des gens qui rentrent dans le magasin, ouais vous faites un beau métier quand même, mais attendez, monsieur, on fait attention. Et je pense qu'il y a plein de gens qui pensent qu'on est un peu alcoolique. Et je pense que en tant que détenteur d'un bar, ça va être un peu le même délire. Je pense que tu dois avoir plein de gens qui te disent on a cru pendant des années que j'étais alcoolo et que j'étais sous coke. Putain, c'est chaud. Juste parce que je bois pas et que je tourne au café H24 et du coup j'ai une petite hyperactivité sur les bords, tu vois. Alors moi je pense soit ma consommation a diminué, ce qui paraît bizarre, mais je pense que c'est ça. En tout cas, elle a pas augmenté.
Parce que avant, je sais pas, tu fais un taf classique du lundi au vendredi, mais en fait, t'as le vendredi soir et le samedi soir pour te buter avec tes potes. À partir du moment où tu travailles le soir, déjà, moi, je vais boire peut-être l'équivalent de 2,5 sur l'intégralité d'une soirée, ce qui est pas excessif, et ça va être mes seuls verres de la journée. Je pense que si on calcule le nombre de verres que je bois toute la semaine, c'est ce que je devais boire avant en 2 soirs, quoi. En fait, j'ai juste réparti ma consommation différemment. Mais là, une chose est sûre, c'est que quand t'es barman, tu peux pas te permettre, pour 1001 raisons, d'être sous et d'avoir une consommation excessive. Premièrement, c'est la raison économique. Si tu bois tout le temps tes propres produits, bah, tu sabres ta marge. Et donc, ça ne marche pas. Et puis, quand tu finis à 2h du mat ou 1h du mat, tu peux avoir des gens un peu lourds, justement parce qu'ils ont des produits alcoolisés. Et donc, tu te dois d'être plus sobre d'être plus sobre qu'eux, parce que tu te dois de les gérer, ces gens-là. Donc, sinon, l'équation, elle marche pas non plus, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis, il y a une notion légale aussi. Bien sûr. Tu peux pas être alcoolisé sur ton lieu de travail. Même si tu es ton propre employeur. Ah oui, ça, tu es dans un ERP, un établissement recevant du public, et à partir du moment où tu travailles, que tu sois employeur ou non, tu n'as pas le droit d'être en état d'alcoolémie sur ton poste de travail. Mais après, c'est un faux problème. Je veux dire, c'est comme c'est le mec qui vendait des bagnoles de sport et il a pas le droit de faire des excès de vitesse avec ses bagnoles. Je pense que le problème, il est tout autre. Et t'as soulevé un truc tout à l'heure qui est intéressant, tu vois, où tu disais un job classique, bah, il se tartine la gueule le week-end. Moi, ce que je supporte pas avec les gens qui te disent, ah, moi, je fais un dry, machin, j'essaie de me boire. Ah ouais, tu bois pas de l'alcool de la semaine. Bah alors, par contre, voilà comment tu tartines la gueule le week-end. Et les mecs qui font le dry January, bah, ils vont pas picoler pendant 3 semaines. Mais alors, par contre, quand ils vont l'arrêter, ça va être puissance 10 000 d'un coup. Donc, ça n'a aucun intérêt. Début février, ceux qui ont fait le dry. Alors, Carilo, c'est qu'il y a quand même des gens qui ne reprennent pas l'alcool. Ouais, Moi, j'en ai, qui ont arrêté définitivement parce qu'ils se sont rendus compte que j'étais très, très bien sans. Et pour ceux qui reprennent, après un mois de consommation zéro, donc de sevrage, effectivement, la première soirée, ils vrillent, c'est très violent, quoi. Et, enfin, moi, je l'ai vécu moi-même, hein. Quand j'étais 3 mois sans boire d'alcool, la première soirée, et pourtant je le savais, je me suis fait avoir. Et attends, j'ai une dernière question intéressante qui peut concerner nos auditeurs, je pense. Ça vous arrive de boire un verre d'alcool seul? Oui, Bien sûr. Bien sûr. Moi aussi. Là, le faux problème de dire, ah là là, tu bois de l'alcool tout seul, c'est un problème. C'est une connerie, mais alors. Je rejoins phénoménal. carrément ce truc-là. Et puis, et surtout, c'est, la vraie question, c'est dans quelles circonstances tu consommes ce verre? Pourquoi tu le bois? Je vais commencer, parce que c'est mon nouveau truc, c'est mon petit kiff, ça fait des mois, et j'adore ça. Le dimanche soir, me pose, me met devant un bon film ou un truc comme ça, et mon plaisir, c'est fumer un cigare. J'essaie de réduire la cigarette. Et donc, le cigare m'aide à réduire la cigarette. Ça peut faire marrer plein de gens, mais c'est vrai. Tu fais cigare avec un rhum, un cognac ou un whisky, tu passes un moment avec toi-même, ou même des fois, t'as rien, tu fais rien. Tu mets juste de la musique, et tu te concentres sur tout ce qui se passe dans ta bouche, dans ton nez, tout ça. C'est incroyable à vivre. Et en parlant des spiritueux sans alcool, cette vaste escroquerie, les spiritueux sans alcool se sont récemment imposés comme une tendance majeure dans l'univers des boissons, surfant sur les mouvements comme le dry January ou le mindful drinking. Alors ça, c'est le nouveau truc à la mode, qui est la consommation consciente. Donc en gros, je bois de l'alcool, mais je suis conscient que c'est pas mauvais pour la santé. Pourtant, derrière les promesses d'une alternative élégante et sophistiquée aux spiritueux classiques, ces produits cachent de nombreuses zones d'ombre. Entre prix exorbitants, composition discutable et manquement à la réglementation, ces boissons révèlent souvent plus qu'une manipulation marketing et d'une réelle innovation. Alors on va commencer ce petit sujet par une petite introduction qui s'appelle de l'eau aromatisée à 40 balles. Donc je vais commencer avec un petit exemple, parce que la majorité des spiritueux sans alcool, notamment les produits phares, alors on a eu des produits phares, je donne des marques, je m'en fous, je m'en bats les couilles, comme Seedleaf ou Pentire, qui ne sont rien en fait que des eaux aromatisées. C'est marqué sur la bouteille, infusion de botanique distillée. C'est tout. Alors distillé, ça veut pas dire que c'est de l'alcool, c'est que c'est passé dans un alambic, comme le parfum ou ce genre de truc. C'est les fruits d'un processus de distillation ou de macération de plantes et d'aromates, souvent dilués dans de l'eau. Voilà, on sait pas. Ce qui donne des produits au goût relativement fade, qui n'a ni richesse ni complexité, qui a rien d'un spiritueux. Ils appellent ça des spiritueux sans alcool. Ça me fait péter les plombs. Mais 40 balles. 40 balles. Une amie enceinte qui vient avec une bouteille de rhum sans alcool. Bon, déjà, premier spoiler, ça ne peut être que bon. Je dis ça, non mais c'est grotesque ce que je dis, mais en fait ça peut être que bon parce que c'est la flotte et du sucre. J'ai regardé les ingrédients derrière, à aucun moment il parle de distillation. 0. Donc, je comprends pas comment on peut avoir l'appellation spiritueux ou rhum sans alcool à partir du moment où il y a 0 distillation. Et dans les ingrédients, c'est noté dans l'ordre. Donc, premier ingrédient, eau. Pas surprenant. Deuxième ingrédient, du sucre. Troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième ingrédient, arôme. Arôme de vanille, arôme naturel de rhum,
arôme de truc, arôme de caramel. Arôme naturel de rhum. Mais arôme naturel de rhum. Et à la fin, 2-3 ingrédients que si t'es pas chimiste, tu sais pas ce que c'est. Arôme de rhum, c'est dingue. Mais attends, on rigole, mais les sirops Monin, ils font ça. Oui, c'est Ils font ça. Donc la question est, à 40 balles l'acquis, est-ce que nous, on peut faire, en fait, finalement, reproduire la même chose dans notre bar en minutes, quoi. Oui, tu peux, parce que Monin, ça doit faire, je dirais pas 10 ans, un peu moins de 10 ans, ça a été les précurseurs là-dessus à avoir sorti des bouteilles de sirop, arôme rhum, arôme gin. Alors c'était immonde, mais ils ont tenté le coup depuis très très longtemps. Je pense qu'ils ont été précurseurs en innovation là-dessus. C'est dégueulasse, hein. Mais c'est vraiment dégueulasse. Mais il l'avait sorti. Et moi, ce qui me fait encore plus péter les plombs, quand tu sais que ça vaut 40 balles la bouteille, donc c'est de l'eau et des arômes. On suppose que c'est des arômes, voilà. Mais il y a un truc qu'il faut bien remettre en contexte. L'alcool, quand vous achetez une bouteille d'alcool, vous avez ce qu'on appelle dessus des taxes douanières. Oh, le retour des taxes. Le retour des taxes. Mais oui, parce que c'est très important sur le sujet. Et oui, mais en fait, j'avais même pas pensé. Et t'as tellement raison. Je sais très bien où tu veux en venir. Il faut savoir que quand vous achetez une bouteille d'alcool, vous avez ce qu'on appelle la taxe douanière et la vignette sociale, qui sont 2 taxes françaises sur l'alcool, voilà, qui sont collectées par les douanes. À l'heure actuelle, la taxe douanière s'élève à 1862 €, parce qu'on est passé en 2025, de l'hectolitre d'alcool pur. Donc je vais le schématiser et je vais le faire très rapidement. Quand vous achetez une bouteille de vodka en grande surface, en magasin spécialisé, ce que vous voulez, une bouteille de vodka à 37,5 à 70 centilitres, sur la bouteille, vous avez en moyenne 8 € qui revient à l'État. Ça veut dire que ces enculés qui font de l'eau aromatisée n'ont même pas ces taxes-là. Donc sur les 40 balles, ils font 2 fois plus de marge que des gens qui vont essayer de produire des spiritueux. Et en plus, ils marquent spiritueux sans alcool. Ça veut dire que c'est sans alcool, sans taxe, sans goût, sans arôme. Alors, je vais faire un parallèle avec ce qui se passe dans la bière, parce que c'est totalement différent. Dans la bière, le coût de production, d'une bière sans alcool est strictement identique au coût de production d'une bière alcoolisée. Pour le coup, je me suis renseigné un peu, il y a 3-4 techniques pour faire une bière sans alcool, mais en tout cas, le process implique de toute façon d'utiliser des matières premières et le temps de travail sur le produit est le même. C'est-à-dire que dans tous les cas, il y a un process de fermentation. Pour fermenter, il faut du malt. Et il n'y a pas d'intervention supplémentaire dans le cas de l'eau-levure comme ça. Il peut y avoir. En fait, le process utilisé par les industriels, c'est la désalcoolisation. Donc là, pour le coup, c'est ce qu'on retrouve dans vos process à vous, plutôt sur la partie spiritueux. Dans tous les cas, c'est très coûteux. Et si jamais une brasserie artisanale se mettait à faire de la désalcoolisation, fort à parier qu'elle le fasse pas chez elle, mais qu'elle envoie une citerne pleine ailleurs pour faire désalcooliser par une boîte spécialisée. Si on veut parler un petit peu des techniques, il y en a 2 pour les plus connues. La première, c'est l'osmose inversée. En gros, on met la bière sous une très haute pression et on la fait passer dans un filtre qui va retenir les molécules d'alcool. Bon, déjà, techniquement, c'est chiant. C'est des machines qui coûtent super cher, ouais. Il y a une autre technique qui existe, qui va retirer moins, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est le problème, ça retire de l'aromatique. Il y a une deuxième technique qui existe, c'est le fait de porter le brassin à ébullition sous vide. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir une évaporation d'alcool, mais à une température beaucoup plus faible. L'eau bout à 100 degrés à niveau 0, mais bout à une température inférieure à 2500 mètres sur la montagne. Donc là, c'est le même principe, et du coup, le fait de moins chauffer le brassin en température ça va impliquer qu'il y ait une perte d'arôme moindre. Donc ça, c'est les 2 process de désalcoolisation. Donc pour le coup, qui sont très très peu utilisés dans les brasseries artisanales. L'autre possibilité, c'est de faire un faible empâtage, puisque, pour rappel, une bière sans alcool est une bière à moins de 1,2 degré d'alcool. Mais c'est pas valable que sur la bière, c'est valable sur tous les produits alcoolisés. Ça veut dire que ça, c'est une vaste blague. Parce que, alors moi, c'est toujours ce que je disais à mes clients. Le mieux, c'est les femmes enceintes. Quand les femmes enceintes viennent te voir, elles te disent, moi, je veux un produit sans alcool, parce que je suis enceinte, machin, etc. Sauf qu'en France, à l'heure actuelle, tu as le droit de marquer sans alcool sur un produit qui contient moins de 0,5% d'alcool. Donc, ce qui veut dire que la femme enceinte qui ne doit absolument pas consommer d'alcool, pensant bien faire en achetant des produits sans alcool, elle a quand même des traces, et 0,5, je veux dire, c'est pas rien comme trace. Bah, en tout cas, il faut être prudent à l'achat, il faut pas se fier au 0 sur l'étiquette, il faut la retourner pour vérifier exactement la dose d'alcool qu'il y a dans la bouteille. En dessous de 0,5, ça peut être marqué sans alcool, sans rien d'autre comme indication. Et sur les bières,
c'est moins de 1,2. Tu peux noter bière sans alcool en dessous de 1,2. Ce qui est déjà pas rien, 1,2. Et donc ça, c'est la deuxième technique, c'est de faire un faible empâtage. Donc pour le coup, le procédé de fabrication est pareil, simplement, pour aller chercher beaucoup moins d'alcool, on va mettre beaucoup moins de malt et donc extraire beaucoup moins de sucre qui vont évidemment créer moins d'alcool. Ça, en général, les brasseries craft, elles arrivent à le compenser soit en faisant des styles avec pas mal de houblon Ou des sours, des choses comme ou ça. effectivement avec des bières, on va avoir un ajout de fruits et qui permet de compenser un petit peu ce côté aqueux, un peu flotteux qu'on peut avoir. Si vous, messieurs, dames qui nous écoutez, n'avez jamais goûté à ces produits-là, c'est un choc des cultures. Mais vraiment, vraiment. J'en ai tous les jours des clients parce qu'il y a un putain, oui, je dis putain, de reportage qui est passé sur TF1, et ben les gens ils ont tous vu le reportage et donc ils viennent nous voir. Bonjour, vous avez du vin sans alcool, mais les gens ils sont pleins de bonnes intentions et je les traite bien et je fais de la pédagogie avec beaucoup de patience. Que les gens veulent consommer des produits sans alcool. Moi, ça me pose aucun problème. Mais là où moi je pointe du doigt que c'est vraiment un scandale, c'est que on a dit c'est pas parce que c'est marqué sans alcool qu'il n'y a pas d'alcool à l'intérieur, et que deux, en fait, les marques en elles-mêmes ont trouvé une niche de vente hyper intéressante pour elles, qui fait que on se retrouve avec une multitude de produits sans alcool. Et il y a encore quelques années, c'était vraiment très très anecdotique parce que c'était des marques spécifiques qui produisaient des boissons sans alcool. Sauf que maintenant, depuis 2-3 ans, t'as par exemple Tanqueray qui a sorti le Tanqueray 10-0, donc du gin sans alcool. Du gin sans alcool, c'est de l'eau de genièvre. Hein. Qui te vendent ça le même prix que la bouteille normale. Donc eux, ils gonflent à mort leur marge dessus, juste pour surfer sur une mode qui est totalement stupide. Mais je veux dire, il n'y a pas que Tanqueray. Martini a fait la même chose. Ils ont sorti leur Martini Vibrante et Florealo, Floreala, ou je sais plus comment ça s'appelle. On en vient toujours à un problème qu'on dit depuis tout à l'heure, qui moi, est le sommet, tu vois, de l'échelle de la connerie phénoménale. C'est que depuis tout à l'heure, on parle de spiritueux sans alcool. On a un défaut de langage là-dessus qui n'est pas bon. Parce que un spiritueux sans alcool, d'après la législation française, ce n'est pas un spiritueux. C'est ce que tu veux, c'est un jus, c'est une infusion, c'est ce que tu veux, mais ça n'a rien d'un spiritueux. C'est une facilité de langage. Moi, franchement, je pense que c'est un faux débat. On est à côté du sujet quand on commence à parler de ça. C'est montrer le sujet qui est à côté du vrai, quoi. Bah ouais, mais le problème, c'est qu'en France, t'as une loi qui existe depuis 2008, définit précisément ce qu'est un spiritueux. Ces appellations sont réservées exclusivement à des produits contenant un minimum d'alcool, entre parenthèses par exemple 37,5 par volume pour le gin. Pourtant, certaines marques, et la majorité, quand tu les vois faire leur communication, te disent qu'ils sont des spiritueux sans alcool. Ils vont se faire attraper. Non, on va rien leur dire. Mais on va rien leur dire parce que comme c'est sans alcool, oui, c'est la direction des fraudes qui va les gérer et pas les douanes. Oui. Donc on va jamais venir les faire chier. Alors sauf s'ils marquent en gros whisky sans alcool, ce qui est totalement interdit, mais le vrai problème il est là. Que tu me fasses une infusion de malt, de ce que tu veux, moi je m'en fous. Mais utiliser le principe de dire on fait comme des spiritueux mais il n'y a pas d'alcool à l'intérieur, alors que la marque de fabrique d'un spiritueux, de la manière dont ça doit être fait et de la manière dont ça doit être consommé, c'est alcoolisé. C'est juste une grosse fumisterie, quoi. Moi, je comprends ton point de vue dans la mesure où t'es très proche des produits et tout ça, t'es passionné, machin et tout. Maintenant, je pense que par facilité de consommation pour tout le monde, quand tu fais tes courses dans un magasin et que tu cherches une bouteille sans alcool, si c'est marqué rhum sans alcool, c'est plus facile pour tout le monde en vrai. Alors, par contre, les produits sans alcool, au niveau marketing, ils sont très forts. Mais oui, puisqu'ils comme ils rentrent pas sur la classification des alcools, alors je peux te dire que Facebook, Instagram, machin, bah ils font ce qu'ils veulent, il y a pas de souci. Hein. Et le pire, c'est que ils utilisent des termes alcoolisés, donc je te dis une connerie, rhum sans alcool. Ils vont te faire une communication comme à l'international sur le rhum, qui est interdit normalement en France, parce que tu n'as pas le droit d'avoir une publicité avec rhum à l'intérieur de la manière dont ils le font. Mais comme c'est rhum sans alcool, eh ben on va rien leur dire. Ouais, j'avais l'exemple avec Henken quand ils ont sorti la Henken 0. Alors je sais plus dans quel pays ils l'ont fait, mais ils ont été genre dans la rue distribuer des Henken 0 aux gens, genre dans la rue. C'est des sodas. C'est considéré comme des sodas. Ouais, sauf que c'est quand même marqué Henken dessus et que la bouteille c'est strictement la même, quoi. Je voulais revenir finalement au goût que ça a. Ah, c'est pire, je pense. On n'en parle pas depuis tout à l'heure, mais alors, oui. Moi, j'ai toujours le même discours à dire. Un whisky ou un gin sans alcool, c'est comme avoir une Porsche avec un moteur de Twingo. T'as l'impression que c'est la même chose, et une fois que t'es dedans,
il y a un truc qui va pas. C'est alors moi quand j'essaye d'expliquer aux gens ce que ça sent, un vin sans alcool, un spirit. Alors le spiritueux sans alcool, je le fais goûter régulièrement aux gens pour expliquer, pour démontrer mes dires, hein, tout simplement. Et le vin sans alcool, je dis souvent aux gens que un vin sans alcool sent le vin comme les feutres aux fruits de quand on était gosse sentent les fruits. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On a un peu les mêmes feutres, Marie. Tu vois le feutre au raisin, le feutre au melon, le feutre au machin. T'as jamais connu ça? Moi, je bouffais de la colle, moi. Après, La Cléopâtre. Ouais. Évidemment. La Cléopâtre. Eh ben, ceux qui ont la rêve comprendront. Ça, à aucun moment, ça sent le vin. Alors, je voulais faire une petite parenthèse que Thomas, ici présent, nous avait autorisé à parler de nos produits phares respectifs. Pour le vin sans alcool, en fait, c'est fabriqué un peu comme la bière sans alcool sur la distillation sous vide, enfin très très basse pression. En gros, on met le vin sous vide, donc une sous-videuse professionnelle, ça descend jusqu'à 0,2 bar, c'est minuscule. Nous ici sur Terre, niveau de la mer, on est à peu près à 1 bar. Et donc du coup, ils mettent le produit sous vide, et donc du coup, l'alcool va s'évaporer à plus basse température. Donc au lieu que l'alcool s'évapore à, habituellement c'est 80 degrés, 71 degrés, il va s'évaporer à plus basse température, ce qui fait que ça va beaucoup moins altérer les qualités organoleptiques du vin. Sauf que le problème, c'est que le vin et un spiritueux, c'est quoi? C'est certes une aromatique, mais c'est aussi une texture. Dans un vin, il y a à peu près 12, 13, 14, parfois 15, 16% d'alcool pur par litre. Dans le cas d'un spiritueux, c'est minimum 37,5 pour un gin, 40 pour un rhum, 40 pour un whisky. Mais l'alcool, il a un rôle hyper important dans la texture en fait, mais c'est un liant aromatique et c'est surtout que je sais pas, ce matin je me suis renseignée de ouf sur les esters, la formation des esters. Les esters, c'est rien de plus que des molécules de goût. Les esters vont se créer par interaction entre l'eau, l'alcool, enfin les alcools supérieurs et les acides aminés présents dans le jus avant la fermentation primaire, c'est-à-dire la fermentation de jus de canne, la fermentation du mash qu'on utilise en distillation derrière, enfin bref. Et en fait, si on redistille derrière, tout le travail qui a été fait sur la fermentation primaire s'annule totalement. Il n'y a plus aucun ester dans le produit, que ça soit du vin ou que ça soit une eau de vie, et donc on est obligé de réaromatiser artificiellement. J'ai goûté un vin blanc, pour tout vous dire, un Sauvignon, un 100% Sauvignon bordelais. Et les personnes qui me connaissent et qui m'écoutent savent que je déteste le Sauvignon. Déjà, on était mal barré, je goûte son Sauvignon, qui est, ma foi, de piètre qualité et qui procure un plaisir plus que bref. Bon, je goûte. C'est bien, c'est mignon, c'est gentil. Ok. Il me fait goûter le même jus désalcoolisé. Il me dit, Marie, on a juste enlevé l'alcool et dedans il reste l'eau. Donc l'eau c'est quoi? C'est l'eau qui était contenue dans le jus de raisin de base. Et le goût. Et je lui dis, mais attends, tu vas pas me faire croire que c'est les mêmes molécules de goût. C'est impossible. Le mec me le certifie. C'est impossible. C'est pas possible. Bref, je parle toute seule depuis tout à l'heure, mais tout ça pour dire que c'est une supercherie immonde. Je voulais juste clôturer sur l'impact carbone que toute cette industrie génère. J'ai fait un bref calcul. Faut rappeler que les unités de désalcoolisation, quand on parle bien de vin désalcoolisé, sont des unités industrielles très coûteuses et très techniques. Et en Europe, il n'y en a pas tant que ça. C'est-à-dire que c'est pas comme les distilleries où il y en a une dans toutes les régions. Il y en a une à Grasse, à côté de Nice. Il y en a une en Belgique. Pour vous donner une idée, messieurs, dames, parce que ceux qui aiment, je pense que les produits sans alcool sont dans une vibe, savoir planter des navets, se remettre au vert, faire attention à ce qu'on consomme, l'impact carbone, faire gaffe à pas conduire de voitures qui polluent trop et compagnie et compagnie. Sauf qu'en fait, quand vous achetez un rhum sans alcool, c'est un produit qui est donc distillé en Martinique, qui ensuite prend l'avion, va à Grasse pour se faire désalcooliser. Ensuite, ça va en France quelque part pour une remacération ou infusion, parce que quitte à faire bouillir une fois, autant faire bouillir 3 fois. Remacération ou infusion, redistillation, et après ça part dans un autre pays, ou pas, mais dans un autre pays, là, dans le cas du produit que je connais, ça part à Berlin pour l'embouteillage, et après c'est distribué où Dieu le veut. Et donc, ça fait à peu près 9500 kilomètres. Rendez-vous compte de l'impact carbone. Moi, je suis en colère. Tout ça pour à la fin avoir un produit qu'on l'explique depuis tout à l'heure et pas ouf. Qui est insipide.
Moi, quand je te dis que je supporte pas le principe de dire alcool sans alcool, c'est que tu as d'autres produits sur le marché à l'heure actuelle. Alors, nous, on est spécialisé en spiritueux, mais on va pas que dans le rayon alcool quand on va faire nos courses. Et il y a d'autres produits de jus arrangés, d'infusions de plantes, de choses comme ça, qui peuvent être très intéressantes. En ce moment, il y a toute une vibes aussi là sur les kombucha. Donc, ce sont des produits fermentés non alcoolisés. Alors, poser ma question. Ma question était, est-ce que vous pensez pas que tout ça, c'est un peu un feu de paille? Je pense que c'est une mode, tu vois. On aura eu la tectonique, on aura eu les alcools sans alcool. Il y aura peut-être une tendance de fond qui va rester, mais là, on est inondé sur le marché. Et je veux dire, c'est comme il y a 10 ans, on a vu des magasins de trucs à vapoter, là. Il y en avait 15 par bled. Je pense que là, les marques de sans alcool, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il va en rester quelques-unes. Il y aura un fond de marché avec des gens à qui ça fera plaisir. Peut-être que le produit va évoluer un peu. Mais on peut pas inonder le marché avec autant de produits et que tout le monde reste. C'est juste pas possible. Je suis d'accord. Alors moi, je vais être un peu plus nuancé que toi parce que moi, j'aime beaucoup les stats. Et quand tu regardes sur les dernières années et ce qui se passe aussi aux États-Unis, en Angleterre, etc., on a une génération qui arrive après la nôtre parce que nous, on commence à être un petit peu vieux, qui consomme moins d'alcool. Évidemment, mais on parle d'une tendance de fond qui a commencé il y a des dizaines d'années déjà. Donc voilà, donc pour moi, c'est une tendance de fond. Moi, ce que je reproche à cette tendance-là à l'heure actuelle, c'est que les grandes marques d'alcool se sont emparées du truc. Pour proposer leurs produits sans alcool, c'est du marketing, c'est du pognon, pas de problème. C'est de l'opportunisme. Mais c'est un opportunisme tel que dans la tête des gens, ils vont consommer des produits sans alcool de la même manière que des produits alcoolisés. Un gin sans alcool à 0 degré. À l'heure actuelle, en France, on n'a pas le droit d'acheter d'alcool à moins de 18 ans. Ces produits-là, qui sont des produits sans alcool, qui reprennent le branding, le marketing, les mêmes codes sociaux que les produits alcoolisés, vont être vendus à des gens qui ne devraient pas ou ne pourraient pas acheter de l'alcool. Mais c'est pas pour ça qu'on a interdit les cigarettes en chocolat il y a 15 ans. Voilà, tu vois, c'est là où je voulais en venir. Putain, on a fait la machine inverse. Bah voilà. C'est fou. Pourquoi demain on ressort pas les cigarettes en chocolat en disant, écoute, on va te vendre un truc, c'est comme tout pareil, mais en moins grave. Et là, ces produits-là, à l'heure actuelle, qu'on appelle alcool sans alcool, pour moi, rentrent dans la même catégorie. C'est tout ça qui m'énerve. Et puis, à un moment, comme on disait tout à l'heure, de l'appropriation culturelle, le métier de distillateur d'alcool, qu'on aime pas. Bon, après, je pense que la majorité des gens qui nous écoutent, c'est parce qu'ils ont tendance à lever le coude aussi. Hein. Faut pas. Ça m'étonnerait qu'on ait des gens qui soient abstinents à l'alcool et qui nous écoutent. Ou alors ils sont vraiment maso et ils ont des problèmes dans la vie, quoi. Mais ces produits-là noient le poisson. C'est-à-dire que on perd tout le phénomène de terroir qu'on essaye de donner aux gens, tu vois, en disant allez voir les petits producteurs, machin, etc. Des grosses marques qui se font de l'appropriation dessus, donc ça veut dire qu'ils peuvent inciter des consommateurs plus jeunes à déjà s'habituer à du branding et du marketing qui ne tombe pas sous le coup de la loi Evin. Tu vois, c'est marqué cocktail de goyave et de coco. On s'en fout. Par contre, un produit où c'est marqué tant crétaine 0, ça me choque. Moi, si je pouvais conclure un peu sur tout ça, je dirais que si jamais vous avez 40 balles à dépenser, et achetez-vous des super jus de fruits de saison de bonne qualité. Faites-les vous-même. Mais faites-les vous-même. Achetez-vous une centrifugeuse et faites-vous des cocktails de fruits de ouf. Faites-vous des thés glacés. Stylés. Faites-vous, voilà, essayez d'innover un peu, mais avec des produits sains. Quitte à ne plus boire d'alcool, à moins boire d'alcool. Pour une question de santé, achetez des produits sains, n'achetez pas des produits bourrés de conservateurs, d'arômes chimiques et de sucre. Achetez du fructose, achetez pas du saccharose, mes couilles. Et laissons l'alcool à sa place et redonnons aux spiritueux leur véritable place, non pas celle d'un danger, mais celle d'un plaisir à savourer avec sagesse et modération. C'est comme la sodomie, c'est bien mais faut pas en abuser. Bon, sur cette super blague, nous on va vous laisser, parce qu'il est déjà bien tard et puis on a déjà bien assez craché sur la gueule de plein de marques. On vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Si vous allez au travail, si vous allez au week-end et si vous avez un verre à la main, consommez-le avec plaisir. Sur ce, nous on vous laisse. À la prochaine.